Bonjour à tous. Ce matin, nous discutons des sujets liés à l'environnement, mais surtout à notre santé. Où en sommes-nous au Bénin au sujet de la lutte contre la pollution sonore? L'époque des églises qui rivalisent de bruit dans le quartier prenant en tenaille les voisins impuissants. Le temps des musées qui vous réveille contre votre gré bien avant même le lever du soleil. Ces moments où les bars, les buvettes et autres débits de boissons de qualité douteuse tiennent l'enfer sur terre toute la nuit. Ces temps sont-ils révolus? Question à nouveau. Où en sommes-nous? Nous en parlons ce matin avec un invité qui s'y connaît et qui va accompagner les débatteurs réguliers de ce plateau. Il s'agit de Dr Samev Quentin-Rosaire Atolou. Il est directeur départemental Atlantique Littoral de la police environnementale. Il nous aidera à faire un point de la situation actuellement. Deux autres invités au cours de cette randonnée matinale d'information. Santé avec Zakiat Latoundi qui fera venir par ici un autre docteur, sinon une docteur. Nicole Aenialoko Chiakpe est pédiatre. Les deux dames vont parler de la prévention des maladies infantiles. Mais juste avant, une autre dame comme invitée, culture et tourisme. Celle-ci est directrice du développement du tourisme au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous allons discuter avec elle de la formation diplômante organisée récemment à l'intention de certains acteurs du tourisme pour relever leur niveau et les rendre disponibles immédiatement aux besoins du secteur en pleine révélation, puisque nous sommes à l'ère du Bénin révélé. Maintenant, il est temps d'aller examiner ce qui fait l'actualité vue par les quotidiens ce matin. Faut-il déjà le préciser, ils sont bien rares, les quotidiens parus ce matin. Bienvenue à tous, voici la une des journaux. C'est donc notre premier rendez-vous sur Actu Matin. On va consulter un peu ce que nous proposent les parutions ce matin comme information, notamment à la une. On va ouvrir par Fraternité après les attaques terroristes à Kéru, la sollicitude du gouvernement à l'endroit des populations, une délégation ministérielle sur les lieux du drame, représentation dans les parlements régionaux et institutions. Grande confusion autour des modalités de désignation. Le consensus, seule porte de sortie au risque de saisir la Cour. Première tranche du financement public des partis politiques. 1,5 milliard octroyé à 4 formations éligibles. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. L'UNESCO soutient les actions de la FBACCU de Gabé à l'Oignon à Bassila, Banté et Savalou. Et puis un dernier titre, démarrage des activités de la Cour spéciale des affaires foncières. D'heureuses perspectives pour les victimes de la mafia. Nous allons passer maintenant à un autre quotidien, notamment Matin Libre. Projet Pipeline Niger-Bénin, la 8e législature goûte à ces lois non digestes. Apparemment, Matin Libre a quelques soucis avec les surtitres. Là, plutôt, il s'agit en tout cas pour la manchette de Yarodéo passe à la guillotine. La 8e législature goûte à ces lois non digestes, écrit Zojan. Et puis, projet Pipeline Niger-Bénin, la forêt classée de Sakété préservée. Le matinal. Drame de Kéru, solidarité gouvernementale à la population de Kaobagou. 3 ministres sur le terrain, 20 millions de francs CFA aux victimes et blessés. Le quotidien Le Chasseur Info. Première session ordinaire de négociation collective au titre de l'année 2023. Face à face, gouvernement-syndicat ce jour. Et puis, mission de formation du Servida Lomé à l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi. Le professeur Placide Clédio insuffle de nouveaux profils aux étudiants togolais. La tribune de la capitale. Désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux et autres institutions. Le processus prend corps au palais des gouverneurs à Porto Novo. Le Clairon, réforme au niveau de l'enseignement supérieur. Éléonore Yahi Ladécan et les promoteurs d'EPS s'accordent désormais.
Le quotidien d'Abarou, après l'attaque armée de Nyenyeru à Banikoara, le maire Salakot Tamou compatit et sensibilise les sinistrés. Retour à la une de Fraternité ce matin pour la deuxième lecture. Après les attaques terroristes à Kétou, la sollicitude du gouvernement à l'endroit des populations et une forte délégation ministérielle sur les lieux du drame nous apprend le quotidien qui paraît aménoté à Cotonou. Représentation dans les parlements régionaux et institutions. Grande confusion autour des modalités de désignation. Lisez les précisions à la page 3. Le consensus, conseille le journal. Seule porte de sortie au risque de saisir la Cour. Première tranche du financement public des partis politiques. 1,5 milliard octroyé à 4 formations politiques éligibles. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. L'UNESCO soutient les actions de la FBAQ de Gabé à l'Oignon à Basila, Bantay, Savalou. Et puis, un dernier titre, démarrage des activités de la Cour spéciale des affaires foncières, d'heureuses perspectives pour les victimes de la mafia. Ainsi donc le tour de l'actualité proposé par les quotidiens à l'heure une ce matin. Et puis cette information qui pourrait vous intéresser dans la parution de Fraternité ce matin. La grande confusion autour des modalités de désignation des représentants de l'Assemblée nationale, des parlements régionaux et institutions. Le journal a constaté que la divergence des points de vue s'est fait sentir autour du débat général après la présentation du rapport de la dite commission, plus précisément la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme qui s'est appuyée dans son rapport sur des jurisprudences de la Cour constitutionnelle. Mais par contre, certains estiment que la majorité parlementaire n'est pas synonyme de la mouvance présidentielle puisque pour plusieurs députés, les décisions de la Cour constitutionnelle évoquées par la commission des lois sont caduques maintenant. Une autre actualité de caducité. Et puis, première tranche de financement public des partis politiques, 1,5 milliard de francs CFA octroyés à 4 formations politiques. Le journal nous apprend que ces partis politiques ont pu bénéficier de l'appui public de financement au titre donc de leur participation et des résultats obtenus à l'occasion des législatives dernières au Bénin. Pour la répartition du montant, la règle de 60% pour les élus communaux, 40% pour les députés et les chiffres ont été appliqués sur les dernières élections communales et législatives conformément à l'article 10 de la loi portant financement des partis politiques, explique le journal qui sort aménoté tous les matins de lundi à vendredi. Et c'est donc se présente l'actualité proposée par les quotidiens dans leur parution ce mardi matin. Nous sommes le 16 mai 2023. On va voir maintenant ce que nous dit l'actualité par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera le bulletin de l'information. Et déjà voici les titres à la une de l'actualité donc de ce mardi. Cette cagnotte du milliard et demi de francs CFA, je vous l'annonçais, allouée aux partis politiques hier à Cotonou. 4 formations disposant d'élus dans les collectivités territoriales et au Parlement bénéficient de ce financement public de la vie politique au titre des 2 premiers trimestres de cette année 2023. UP, Le Renouveau, BR, LD, FCBE sont les partis qui étaient à la Commission électorale nationale autonome. Le point est à suivre dans le bulletin à présenter par William Clic. En culture, les Roussanou étaient en fête ce week-end à Gbeko, de la commune de Dogbo. Les descendants de ces différentes collectivités du sud du Bénin se sont retrouvés pour la 2e édition de leur fête dans cette localité historique de leur communauté. Ils ont célébré leurs origines communes en chants et danses. William Clic, bonjour. Bonjour Tanguy, vous bonjour êtes là pour le bulletin. Voici la transition. William, les partis politiques éligibles au financement public sont entrés en possession de leurs chèques pour le compte des 2 premiers trimestres de l'année 2023. Ils sont au total 4 formations politiques à répondre à l'appel du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat hier. Il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau. Il s'agit aussi du Bloc républicain, de les démocrates et du Force Cori pour un Bénin émergent. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Ingrid Day.
Ils sont au total 4 partis politiques éligibles au financement public cette année. Il s'agit de l'UP Le Renouveau, le BR, la FCBE et les démocrates. Avant de mettre ce financement à leur disposition, le président de la Sénat a rappelé les tests qui régissent cette réforme. Les conditions d'obtention de ce financement, vous les connaissez à travers la loi portant charte des partis politiques, portant code électoral et financement public des partis politiques. Au début du premier trimestre, il y avait le parti Les Démocrates qui n'était pas présent. On a tenu compte de cette situation pour les calculs. En ce qui concerne la clé de répartition globale, pour les élections législatives, c'est 40% du montant. Pour les élections locales, c'est 60% du montant. Le gouvernement a reconduit la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire 3 milliards pour les 4 trimestres. Donc à raison de 750 millions par trimestre. Comme l'indiquent les tests et selon l'ordre de mérite, l'UP Le Renouveau reçoit des mains des membres de la Sénat un chèque de 706 879 921 francs CFA. Après elle, vient le BR avec un chèque de 545 533 454 francs CFA. Quant à la FCBE et les démocrates, ils reçoivent respectivement 129 421 488 francs CFA et 118 165 137 francs CFA comme chèque valable pour les 2 premiers trimestres de l'année en cours. J'avoue que c'est une bonne bouffée d'oxygène pour les partis. En ce moment, souvenez-vous qu'on vient de quitter les élections législatives et par rapport à ça, nos bourses se sont vidées quelque peu. Les impressions sont mitigées. D'abord, satisfaction parce que quand même, ça fait un bon moment que nous attendons ce financement. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement et la Sénat ont fait les diligences nécessaires pour que nous ayons ce financement. Quelques déceptions parce que vraiment nous avons espéré au niveau des FCBE que cette fois-ci on aurait un montant plus élevé. Malheureusement, nous sommes restés au même niveau, tout simplement parce que nous n'avons pas réussi à enlever un siège à l'Assemblée nationale. C'est un soulagement pour ces partis politiques qui viennent d'encaisser le chèque. Cependant, ils souhaitent pour la plupart que le financement soit disponible un peu plus tôt à l'avenir, au fin de leur permettre de respecter le calendrier de leurs activités politiques. Des chapelles politiques maintenant au Temple du Savoir. Les étudiants de l'université Servida de Lomé sont en visite guidée à l'université d'Abomey-Calavi sur les sites de transformation de déchets en biogaz. Objectif, apprendre les différentes étapes de la transformation des déchets en biogaz et les matériels y afférents. C'est pour un partage de connaissances. Tanguy Agoyi pour les précisions. Pour la première étape de leur visite, les étudiants composés de 8 nationalités sont descendus au centre de transformation des déchets en biogaz à Abomey-Calavi. Le biogaz est rentable quand vous produisez de l'électricité. Sous la houlette d'un guide, le responsable du centre, ils ont pu découvrir les différentes étapes, le matériel de travail ainsi que certains autres secrets de la transformation des déchets divers en biogaz. Les déchets qui viennent de matières fécales, souvent on a tendance à les ignorer, les cacher dans un coin et tout, et les mettre en valeur comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment fantastique de leur part, de ne pas avoir peur de ça et de pouvoir s'y mettre à fond. Ça m'a tellement inspiré, de sorte que j'ai trouvé que c'est une opportunité pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Déjà, dans les habitudes, nous n'avons pas eu la chance de mettre en œuvre de tels types de projets. Déjà, tel que nous avons constaté, pour moi, c'est une opportunité qu'il faut saisir si jamais les moyens le permettent. Ici, c'est la plateforme de compostage. Là, c'est là où on collecte les déchets. Là. Vous allez voir que les déchets sur le même centre, le processus de transformation des déchets en compost. Ici, les étudiants ont appris comment se fait l'opération depuis le tri jusqu'à l'étape finale du compost et son usage pour amender le sol. Pour s'assurer de la qualité de cet engrais naturel, le centre a créé son espace maraîcher juste en face. On leur a montré les applications des fertilisants qui sont issus de l'extraction de gaz
de ces déchets-là. Donc désormais, on peut, avec ces fertilisants-là, améliorer la qualité de nos sols, mais aussi produire des compléments alimentaires pour nourrir les animaux. Deuxième étape de cette sortie pédagogique et de découverte, la ferme intégrée du professeur Placide Clédio à Alada. Comme pour confirmer par la pratique ce qu'il enseigne à ses étudiants, l'enseignant-chercheur a mis sur pied une ferme où tout s'imbrique. En fait, c'est une économie circulaire. À partir des excréments de ces animaux-là, ils produisent du compost. Ces composts permettent de nourrir des plantes. Et de notre côté, ces plantes-là reviennent pour nourrir les animaux. Il y a la pisciculture aussi qui se fait. Nous avons vu les variétés de poissons que le porceur fait ici. Évidemment, il y a certaines choses qu'on peut améliorer, mais ce n'est pas déjà quand même mal parce que nous avons remarqué par exemple au niveau de l'énergie, le professeur a dit qu'ils utilisent du panneau solaire, c'est déjà bien, c'est encouragé, mais on peut encore essayer de faire encore un peu plus. Today we are here to learn how waste from animals can be transformed to compost. I think it's very practical that we are able to learn both the theoretical aspect of why we are here and the practical aspect of why we are here. La particularité de cette sortie aura été la section recherche, consacrée actuellement à l'examen des autres possibilités de transformation des plastiques non biodégradables. Avec une machine qu'il a lui-même mise sur pied, un jeune essaie de tirer 3 produits pétroliers des divers sachets qu'il récupère dans la nature. Et nous avons les condensateurs qui sont là, qui condensent les vapeurs issues du réacteur. Dans le premier condensateur, on a du diesel, du gasoil, que nous pouvons mettre directement dans une voiture ou dans un groupe électrogène qui utilise du diesel, sans aucun traitement. La deuxième unité, ça nous donne de l'essence. Les étudiants ont vu tout à l'heure, on a fait, ça s'est allumé. Et le troisième, c'est le gaz. C'est pour permettre aux étudiants de bénéficier, n'est-ce pas, des enseignements théoriques et pratiques en même temps. Donc nous les avons amenés ici pour voir, constater et surtout bénéficier d'un transfert de compétences sur ce qui se fait dans la gestion des déchets et les activités afférentes. C'est des étudiants qui seront sortis là-bas, ils ne pourront pas attendre vraiment leur gouvernement avant de travailler, avant de s'installer. C'est surtout le profit qu'on leur donne. Et j'ai mis l'accent sur ça pour voir la faisabilité scientifique de la chose et la rentabilité lorsqu'on veut vraiment rentrer dans la gestion des déchets. C'est Marius aussi qui s'occupe de ça. La visite aura duré une demi-journée. Elle est venue en appoint au travail théorique qu'ils ont subi pendant les 5 premiers jours depuis leur arrivée à Cotonou. Les 2 structures partenaires espèrent de cette cohorte de futurs entrepreneurs dans le domaine, capables de porter la dynamique à l'échelle de la sous-région ouest africaine. J'ai quelques bidons d'huile. Et le bulletin va s'achever avec les descendants de Roussa, ces collectivités à Izo au sud du Bénin, qui se sont retrouvés ce week-end, venus des 4 coins du monde. Ils ont célébré leur unité et la culture de leurs origines. Les réjouissances ont eu lieu à Beko, dans la commune de Dangbo. Le récit de cette 2e édition de la fête des Roussanou dans ce reportage. Les filles et fils des collectivités Roussa bravent les intempéries au nom de l'unité. Ils n'ont pas attendu la clémence de Dame Nature pour célébrer leur origine commune. C'est la 2e édition de leur retrouvailles. Cette rencontre, c'est pour permettre à nos enfants, les filles et fils de Rousanou, de Zonkayame, que nous sommes les descendants de Tobolassou. Nous devons nous connaître davantage, discuter, connaître d'où nous sommes venus, quelles sont nos traditions. Donc vraiment, nous sommes très gais, nous sommes très joyeux. Et je demande aux miens, les filles et fils de Tobolassou, de Roussa, de Zonkadjame, de s'unir davantage. Le lieu choisi pour cette célébration est symbolique, Beko. Cette localité de la commune de Dangbo est pleine d'histoires liées à la généalogie de ces collectivités.
surtout à Iso, dont la dynastie Togo-Lassou fait un grand pourcentage du peuple béninois. Et il peut être aussi de secret pour d'autres que le Nigeria a 7% de sa population qui est Togo-Lassou. Beko est un grand repère de notre dynastie. Ils sont partis d'ici pour s'empêcher un peu à Tango. Ils se sont arrêtés là, laissant Togo-Honsou à Tango. Chemin faisant, ils ont fondé Ouezoumé à Porte-Novo. Donc cette fête nous demande une grande unité. C'est la preuve que la famille Moussa est unie. Sinon, vous avez constaté qu'il y a eu quand même des déplacements un peu partout. Et il y a quand même du monde, une grande joie. Et la fête est quand même très belle. Et que ce soit les petits-enfants, les personnes âgées, les adultes, tout le monde est quand même dans une grande joie. Les Roussa venus de différentes contrées repartent satisfaits de revivre l'harmonie de leur communauté en chants et danses et dans un partage des variétés culinaires de leur terroir. Et c'est tout pour le bulletin, Tanguy. William, merci pour le premier service. À tout à l'heure pour les moments débat. Mesdames et messieurs, on va passer à notre bulletin. Voici les informations sportives. On va parler football pour commencer. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. On a assisté à de très belles rencontres la semaine dernière. Les matchs retour des demi-finales de la Ligue des Champions en Europe, ça démarre ce soir. Oui, avec l'autre rencontre que nous avons suivie du côté de San Siro, c'était bien entendu entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Ce soir, ce serait donc la manche retour sur le même stade entre l'Inter de Milan et Milan AC pour cette confrontation, comme tant pour les demi-finales de la Ligue européenne de champions. L'Inter donc qui avait donc pris une belle option pour la finale en s'imposant à l'aller sur le score de 2-0. Donc, Tanguy, la suite, c'est ce soir à partir de 20h. Et puis, on saura quelle équipe sera la première qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions et de saison 2022-2023. On va descendre sur le continent et parler de la Ligue des Champions également qui se déroule sur le continent africain. Les demi-finales, les manches allées ont eu lieu en week-end. L'Espérance sportive de Tunis était à domicile face à Al-Ahli de l'Égypte, l'équipe le plus titrée de cette compétition, bien entendu, qui s'est imposée sur le score de 3-0. C'était bien entendu facile pour les Égyptiens qui ont pris une belle option aussi pour la manche retour. De l'autre côté, il y avait Wydad Casablanca, le tenant du titre à domicile face à Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, rencontre qui s'est soldée sur le score de 0 but partout entre les deux formations en attendant les manches retour prévues pour le week-end prochain. Allez Moumouni, on va changer de discipline et là on va prendre nos patins pour parler de la 58e édition du Challenge Cotonou-Escatine Open qui s'est déroulé dimanche dernier à Kpakpa. C'est un vaste quartier de Cotonou, une belle manière pour démarrer la saison avec des compétitions. Vous y étiez, Ali Moumouni, vous avez constaté comment est-ce que tout s'est bien passé et vous nous proposez dans ce cadre-là cet élément à suivre. Voici donc le document de la semaine. À seulement quelques semaines de la fin de l'année scolaire, les patineurs béninois retrouvent le chemin des compétitions. C'est la nouvelle saison qui commence avec le Challenge Cotonou Skating Open. De l'esplanade du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, c'est ici, à Akpakpa, que la Fédération béninoise de roller sport renvoie le tournoi. On a besoin de vulgariser notre sport, de faire connaître notre sport à travers le Bénin. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons choisi Akpakpa et cette année on a opté de parcourir presque tout le Bénin en organisant le Challenge Cotonou Skating qui va nous permettre de détecter d'autres talents, de faire la promotion de notre discipline à travers le Bénin. Pour cette reprise, 211 athlètes participent au challenge avec 9 différents clubs. Ils sont classés selon les catégories bébé, mini et espoir. Il y a eu la catégorie bébé qui a consisté à rassembler les enfants de 3 ans jusqu'à 6 ans et la catégorie mini
qui a consisté à rassembler les enfants. Alors je vous rappelle que sur cette épreuve, nous avons le jusqu'à 9 champion ans, en titre la catégorie espoir, qui a rassemblé les enfants de 10 ans jusqu'à 14 ans. Un autre groupe s'ajoute à la liste. Il s'agit des juniors et seniors logés dans la catégorie défi, au menu des épreuves de la vitesse et l'endurance. Le public s'est également déplacé pour le rendez-vous. Au bord de la chaussée ou sur le terre-plein central, toutes les positions sont bonnes pour ne rien rater. Pendant ce temps, les athlètes défilent sous le regard du directeur des sports d'élite et du directeur départemental des sports du littoral. Au coup d'envoi, les athlètes ont planché en série. Consigne au départ pour rappeler les règles, puis le coup de sifflet. Après quelques passages, les meilleurs sont retenus pour les phases à élimination directe. L'étape des demi-finales va commencer chez les bébés avec 6 athlètes, 15 au niveau des espoirs et 7 dans la catégorie défi. À cette étape, le critère de note change. C'est désormais les meilleurs temps qui sont retenus, sauf chez les bébés. Et c'est à ce même niveau que Raoudat Demba Diallo sort de la compétition. Et je n'ai pas pu aller en finale parce que j'ai compéti avec des hommes et c'est l'avantage que j'ai sur mes adversaires. Début difficile, mais à l'évidence, elle a un avantage. Et même le président de la fédération le confirme. Quand vous voyez sa performance, beaucoup vont dire qu'elle ne travaille pas, mais elle travaille avec les hommes. Et quand vous la voyez aujourd'hui, elle est rentrée dans la catégorie senior. Donc, nous venons de reprendre les entraînements. On va améliorer sa performance. Place désormais aux épreuves finales. À la ligne de départ pour la finale de la catégorie mini. Kofi Jean-Christ de Roland Pro, Moussa Zaïdat de Roland Faya et Choki Yari de l'Académie Roller. Roland Pro en tête, qui se bat avec l'Académie. Roland Pro en tête. Chez les mini, Kofi Jean-Christ remporte la course sur les 100 mètres avec 14 secondes 75 centièmes. Au niveau des espoirs, Landanzo Iniesta s'impose après 11 secondes 91 centièmes. C'est grâce aux entraînements que j'ai pu gagner ce 100 mètres. J'ai pu taper pour plus prendre de la vitesse. Après, j'ai fait de longs poussées pour prendre la première place. Oui, je me sens bien parce que je suis content de remporter la victoire. C'était très facile pour moi. Il suffit juste de ne pas sortir de sa case. L'ultime passage attendu de la soirée, sur les 100 mètres, met aux prises Eustache Fafoumi de para-roller, Mohamed Demba Diallo de Roller Pro et Nelly Bohunka d'Elite Omnisport. Je vois para-roller largement en tête dans cette série, dans cette finale-là. À l'arrivée, c'est Eustache Fafoumi de para-roller qui termine en tête de la course. Il détrône l'équipe de Roller Pro, détenteur du titre de la dernière édition. Je suis vraiment content parce que ça me motive à bien commencer la saison parce que c'est ma première victoire de la saison de 2023. Donc bon, je suis fier quand même de ce que j'ai fourni aujourd'hui. Sur cette course, la finale des 100 mètres tout à l'heure, c'est une discipline à moi et personne ne la gagne. Donc je dois donner le meilleur de moi-même et c'est un peu ce que je suis de prouver aux autres. Il faut beaucoup travailler sur son épreuve et toujours être le vainqueur. Voilà qui vient confirmer le démarrage des activités au Roller Sport après le lancement de la saison il y a quelques semaines. La 58e édition du Challenge Cotonou Skating Open plante bien le décor avec des performances acceptables. Nous pouvons dire qu'il y a eu de belles prestations. Si nous considérons la catégorie défi, et sur la première épreuve qu'il s'agit des 100 mètres sprint, le premier au défi a fait 10 secondes, le second a fait 11. C'est une performance tout au début. Nous, on considère ces performances comme juste une performance de rattrapage. C'est les premières performances après de longues périodes de repos. Nous n'allons pas dire aujourd'hui qu'il y a déjà la performance parce que nous avons, on a fait les compétitions maintenant il y a très longtemps. Maintenant, on est là maintenant pour rehausser leur niveau. Tous les athlètes selon leur catégorie ont ensuite participé à la course d'endurance. 6 tours de la distance retenue pour les bébés et les mini et 10 km
pour les catégories espoirs et défis. À côté, il y a eu également les disciplines de saut en roller et le slalom. Tanguy, c'est tout pour ce matin d'aujourd'hui avec le challenge Cotonou Skating Open qui a repris pour la saison, la 58e édition, et dans 2 semaines, on assistera à la 59e. Vous nous direz beaucoup de détails à propos, en tout cas quand on aura à passer cet événement. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni. C'était donc l'actualité des sports sur Actu Matin. Vous passez une très bonne journée. Demain, on se voit pour discuter de cette manche retour de la Champions League qui va opposer 2 frères dans un duel fratricide. Ouais. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer les débatteurs. Plus de 35 000 programmes en replay et 200 chaînes en direct. Téléchargez vite l'application Canal+ pour profiter du meilleur de la télé. C'est inclus dans votre abonnement. La fibre chez Celtis, c'est Dual Play. Chez Celtis, la fibre optique est une connexion Internet très haut débit, mais aussi, des appels gratuits et illimités du fixe avec 1 ou 2 numéros mobiles Celtis. Et oui, vous m'avez entendu, c'est ça le Dual Play, du 2 en 1. Internet très haut débit, plus appels illimités gratuits vers mobile Celtis. En plus, tous les débits augmentent et les frais d'accès baissent de 65 000 francs à 25 000 francs seulement. Alors, n'hésitez plus. Choisissez l'offre qui répond à vos besoins de vitesse. Avec la fibre Dual Play de Celtis, ça fibre fort. Celtis, bienvenue chez vous. À mes 15 ans, mon père m'avait envoyé poursuivre mes études à Cotonou. À l'époque, dans le quartier où je vivais, il y avait un cybercafé. C'est là que je l'ai découverte. Avec elle, j'ai connu Hi5 et la webcam. J'ai commencé à envisager plein de possibilités, parcourir le monde et me découvrir de nouveaux talents. Au fil du temps, elle a évolué. Elle est devenue encore plus rapide, plus stable et de plus en plus accessible à tous. Depuis 15 ans, je partage avec elle mes plus grandes réussites en équipe et les meilleurs instants de bonheur en famille. Elle, c'est Isocel, et elle sera toujours là pour nous. Isocel, l'Internet pour tous. Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Benin, sachez que l'émission en cours s'appelle Actu Matin. Nous sommes à la 3e phase, c'est l'instant en débat. Et ce matin, nous voulons parler environnement. Il y a un sujet que vous connaissez très bien,
la pollution sonore avec cette lutte engagée récemment par le gouvernement. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, on se prononce ce matin avec les débatteurs que vous connaissez très bien. Je vais commencer déjà par installer Franck Aounou à côté de William Cliquant, déjà passé par ici pour nous présenter le bulletin de l'information. Et puis, dernier journaliste qui va nous rejoindre aussi, Eric Guédénon. C'est avec eux qu'on fera donc les échanges en attendant que notre invité prenne siège. Notre invité, c'est bien Dr Samuel Vorosé Ratoulou, il est directeur départemental Atlantique littoral de la police environnementale. C'est lui qui nous aidera à mieux comprendre cette lutte menée. Est-ce que cela a véritablement des impacts? Quel est le résultat qu'on peut retenir? Il nous fera un petit point en termes de contribution. Les gars, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric et Franck, bonjour, merci d'être là. Le gouvernement a lancé récemment une nouvelle lutte contre le bruit. Eh bien, c'est une très bonne campagne, on devrait s'en réjouir, hein, Eric. Eh bien, est-ce que vous avez senti vraiment les effets? Les églises, ça continue à taper dur, hein, sur leurs instruments de musique. Je pense qu'il faut déjà saluer l'effort qui est fait, de la volonté du gouvernement de mettre un peu de l'ordre, n'est-ce pas, dans tout ce qui est fait comme usage et qui donne du son. Ça reste, bien entendu, à travailler davantage, n'est-ce pas, pour que cela puisse être compris de toutes ces personnes qui, pour des besoins de travail, des besoins de services, utilisent des dispositifs qui donnent du son, à respecter tout simplement le décret qui est pris par le gouvernement. Et donc, il faut davantage sensibiliser tous les acteurs, tous les citoyens à l'effet de les ramener, bien entendu, dans l'ordre. Alors, je pense qu'on a un peu évolué. Déjà, jusqu'au lendemain de la prise de ce décret, il y a eu pas mal d'activités, n'est-ce pas, à l'endroit des citoyens, mais aussi des sanctions. Je suis déjà tombé sur pas mal d'articles où certains citoyens ont été sanctionnés parce que les autorités ont constaté, par la justice, les autorités ont constaté que le niveau du son est très élevé. Oui, Franck Aounou, est-ce que vous avez constaté les effets de cette lutte engagée récemment par, je dois dire, le gouvernement, véritablement? Oui, je dois dire qu'il y a un début de prise de conscience au niveau des églises et en tout cas les chapelles aujourd'hui. Parce que moi, j'étais dans une église il n'y a pas longtemps de cela où après l'Eucharistie ou après le culte, il y a un monsieur qui est venu comme ça devant les fidèles qui a sorti un petit appareil, qui a dit, écoutez, attention, nous avons excédé le niveau. Un fidèle qui, un des responsables de l'église, qui est sorti, qui est devant des fidèles et qui a dit, faisons attention désormais, nous avons excédé le niveau de décibels qui est normalement prévu. Ça veut dire qu'en le sait déjà, ils savent que le gouvernement a changé de stratégie et qu'il y a désormais des sanctions qui sont prévues à l'encontre de ceux-là qui doivent dépasser. Les normes sont connues, hein, et le spécialiste sur le plateau nous en dira davantage d'ailleurs. Il nous a rejoint déjà. Et donc, pour moi, c'est qu'il y a un début de prise de conscience et c'est déjà heureux que l'on en vienne à ce stade-là. Docteur Samuel Voratoulou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci de nous avoir rejoints. En attendant que je vous donne la parole, William Cliquant, vous avez senti que quelque chose a changé dans votre entourage là? Les bars qui tapent, qui jouent de la musique à forte intensité, hein, à partir de 18h jusqu'à 18h le lendemain. Tanguy, je dirais que j'ai constaté une certaine prise de conscience, même si dans l'application, même si dans le respect scrupuleux de ce décret du 25 mai dernier, il y a à encore dire, il y a à redire là-dessus. Sinon, depuis le décret de l'année dernière, je crois que notamment dans les chapelles religieuses ou dans les confessions chrétiennes, il y a eu beaucoup de transformations parce que c'est un milieu que je fréquente beaucoup au moins. Je sais que dans le discours... un acteur qui génère... Oui, l'un de ceux qui nous empêchait de... Je ne l'ai pas affirmé. Mais c'est pour dire que le discours a changé, la liberté ou même, permettez, le libertinage qu'on se donnait à émettre du bruit, même à des heures de repos, en pleine agglomération ou en pleine périphérie urbaine, je crois qu'il y a eu une prise de conscience. Et pendant les festivités de fin d'année
2022 à 2023, il y a des églises, il y a des confessions dans lesquelles les gens ont dû prendre des mesures pour des heures de célébration où ils ont même craint que pendant cette période de fête, la répression du nombre de décibels puisse les rattraper. Ouais, est-ce qu'on ne fait pas trop une fixation sur les églises? Il n'y a pas que les églises qui font du bruit. Absolument. Hein. J'ai parlé des muezzins dans mon introduction, des muezzins qui vous réveillent à 4 h du matin alors que vous êtes rentré à 2 h du matin. Il y a aussi les bars et buvettes que j'ai évoqués tout à l'heure, Eric. Ce ne sont pas seulement les églises. Absolument. Et là-dessus, le décret pris en mai est clair. Bien entendu, on a cité également des ateliers de menuiserie, de scierie, les industries. On a fait toute une liste. Moi, je pense que c'est une solution chirurgicale qu'on a apportée au problème à un moment donné. Oui, justement, parce qu'on s'est rendu compte que les nuisances sonores faisaient partie des infractions les plus élevées en matière environnementale. Donc, il fallait agir véritablement. Je pense que le décret est venu à point nommé. Et quand vous jetez un regard dans ce qui est dans le contenu du décret, les horaires où on a la possibilité de faire certaines choses sont bien déterminés. Le niveau de bruit qu'il faut propager est bien déterminé. Donc, ce qui reste à présent, c'est davantage communiquer. Davantage informer tous les acteurs. Parce que pourquoi on en le problème est venu non pas parce que des gens, enfin, étaient juste une volonté de le faire. C'est parfois par non-connaissance des textes, c'est une forme d'ignorance, n'est-ce pas? Et en l'absence d'une réglementation forte aussi, bon, on s'est donné la liberté. Est-ce que vous avez l'impression que véritablement la justice accompagne ce mouvement-là? C'est vrai qu'entre-temps, on nous a annoncé une ou deux saisies d'instruments de musique par ici. Je pense que pour donner le signal, et attirer l'attention des citoyens, la justice est allée même un peu fort. Oui, Franck. Oui, moi je pense que la justice accompagne seulement, vous savez, pour quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire pendant longtemps. On ne peut pas du jour au lendemain commencer par taper. Comme l'a dit Eric, il faut accentuer la communication, permettre aux populations... On va sensibiliser pendant combien de temps? Oui, il faut sensibiliser autant de temps qu'on le peut parce que vous avez vu, il y a des DJ aujourd'hui qui ne connaissent pas ce qu'on appelle niveau de décibels. Qui sont surpris quand ils se retrouvent devant le procureur qui disent, mais vous voyez quelqu'un dans mon job un jeune homme qui a appris à maîtriser le Coran ou bien dans une église, un choriste qui a envie de chanter pour Dieu, lui, il y a tout de ce qu'on appelle décibels. Donc, il revient déjà aux responsables d'être au contact des spécialistes de la question, de prendre les informations et de savoir, par exemple, qu'on ne doit pas dépasser un certain niveau. Même les instruments que nous installons chez nous, à la maison, lorsque vous jouez en week-end, il y a le décibel qu'il faut respecter. On pense que, en principe, ce qui nous agrée devrait normalement réjouir l'autre à côté. Peu importe la règle morale dit dans la célèbre maxime que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et c'est en cela qu'il faut réguler l'espace public parce qu'il est à nous tous. C'est l'espace de tous. Mais pas parlant de la répression. La répression a pris un frein parce que la communication aussi a freiné. Au tout début de ce décret, quand il a été édicté, on a davantage communiqué. On a vu le ministre du cadre de vie et ses collaborateurs ou les structures sous tutelle en parler, expliquer davantage aux populations pour montrer aux forgerons dans une ruelle de Cotonou, je ne sais où, que ce n'est pas pour empêcher son activité économique, mais c'est pour respecter. Mais après, ça a eu du plomb dans l'aile. Docteur, bonjour à nous, bienvenue. Bonjour Tanguy. Alors, on a eu un nouveau test, en mai dernier, qui a un peu réorganisé les choses. Quelle est la différence qu'on a eue avec l'ancien test? Merci Tanguy, bonjour chers amis. Bonjour. Une petite genèse, vous savez, et on a toujours lutté contre la pollution sonore. Ah bon? Avec un ancien décret, le décret 2001. Mais avec le temps, on a constaté que cette question de la pollution sonore s'est exacerbée. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, quand vous allez au niveau des structures habilitées à gérer ce type de pollution, c'est ce type de pollution qui vient en tête de tous les cas de pollution gérés au Bénin, que ce soit au niveau de la brigade de la protection du littoral et de la lutte anti-pollution, des PLP, ou au niveau de la police environnementale. Donc, à un moment donné, le gouvernement s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour ce faire, on a mis en place une commission pour évaluer un peu le test, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, au final, on a constaté que pour régler de façon vraiment définitive la pollution sonore, il fallait toiletter le test. Donc, on a toiletté et on a pris le nouveau test de
2022. Alors moi, je me réjouis ce matin d'entendre que beaucoup de choses ont changé. Ça nous réjouit parce que nos efforts, franchement, servent à quelque chose. Parce que, je vous le dis, dès que le test a été pris, c'est le ministre du cadre de vie lui-même qui a lancé la communication. Évidemment, avec certains de ses collaborateurs. Et après ça, des instructions ont été données à tous les directeurs départementaux pour faire de même. Donc, sur pratiquement toutes les chaînes du Bénin, radio, télévision, des communications sont passées. Nous avons été appuyés par des ONG pour faire le travail. Au niveau de certaines chapelles, au niveau de certaines églises, la conscience environnementale a évolué. De sorte qu'eux-mêmes, ils ont fait la sensibilisation à leur niveau. Ils nous ont invités. Je prends le cas de l'église Céleste. Ils ont organisé une grande campagne de communication où ils ont associé tous les acteurs. Moi, par exemple. Pour baisser un peu le volume de l'autre chose, vous voyez, ils sont allés jusqu'à prendre une lettre circulaire pour dire attention, respectons les choses. Et pour mémoire, le chef de l'État aussi a eu à rencontrer tout ce qui est pasteur, tout ce qui est imam pour dire écoutez, arrêtez. Donc, depuis lors, effectivement, au niveau des religions, franchement, les plaintes ont baissé, c'est pas que ça a cessé. Mais on ne va pas faire focus sur les églises. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a également les bars, restaurants. Et il y a d'autres sources de bruit que les gens ne connaissaient pas. Mais parce que le test en a parlé, on a commencé par recevoir également des plaintes de quoi? Les animaux domestiques, par exemple. Les chiens. Oui, avec cette polémique dans le temps, oui. De plaintes par rapport aux chiens. Mais de plus en plus, on en reçoit. Il y a même des dossiers qui ont été déférés devant les tribunaux, juste à cause des problèmes de chiens. Pour vous dire que le gouvernement a beaucoup fait et les acteurs habilités à gérer ce cas de pollution sonore aussi. J'ai l'impression qu'on est dans un petit paradis là. Moi j'ai une petite question. Est-ce que l'action est vraiment coordonnée au niveau des autres départements? Parce que vous le savez, lorsqu'on prend les grandes villes, c'est vrai, ça se remarque, la présence des forces de l'ordre, de toutes les structures qui doivent lutter contre la pollution sonore. Mais lorsque vous allez un peu en retrait, dans le Bénin profond, comme on le dit, il y a des gens qui sont dérangés, qui ne savent peut-être pas qui ne savent rien de ces tests-là dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se fait à leur endroit? Merci mon cher ami. Dit que beaucoup de choses ne sont pas faites, ce n'est pas tout à fait d'avis. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le ministre du cadre de vie, José Tonato, a donné les instructions à tous les directeurs départementaux. Et chacun, à son niveau, a essayé de faire le travail. Ils ne sont pas restés dans le bureau, ils sont allés au niveau des radios, mais ils sont descendus également au niveau des communes, tout comme nous on l'a fait au niveau de l'Atlantique et du littoral. Au niveau des communes, au niveau des préfectures, des sensibilisations ont été faites. Et même au niveau de la répression, je crois, même vos caméras ont accompagné, je crois, le collègue de l'Atakoa d'Angoa qui est sorti une fois et pour sensibiliser les buvettes et bars, restaurants. Ce que je voudrais ajouter, parce que si aujourd'hui on dit que ça a baissé un tout petit peu, c'est parce que au niveau du nouveau décret, il y a eu des innovations. Parce qu'à l'évaluation, chers collègues, on a constaté que le problème fondamental était lié à l'installation anarchique de ces sources de bruit. N'importe qui se lève, on ouvre une église, on s'installe quelque part. Vous entrez dans une rue, vous pouvez avoir 2 à 3 bouvettes. Vous êtes dans une agglomération, vous pouvez avoir plusieurs églises. Des gens louent leur maison, des gens sont des locataires. Ça veut dire quoi? Ça dit dans une cour commune, quelqu'un peut transformer sa chambre à coucher en une église. Vous trouvez ça normal? Non. Donc le test actuel est venu réglementer tout ça. Aujourd'hui, avant de vous installer, si vous êtes une unité soumise à déclaration, vous êtes obligé d'aller dans les directions départementales pour avoir un avis technique, une autorisation. Si le directeur se déplace avec ses inspecteurs et constate que là où vous voulez installer la source de bruit, ce n'est pas approprié, vous dit non. J'ai eu le cas la dernière fois. Quelle est la distance raisonnable? 200 mètres. Oui. 200 mètres. Actuellement, le test est clair. Hier, le décret 2001 était muet. Mais aujourd'hui, c'est bien clair. L'article 7 dit ceci. L'installation de toute source de bruit est interdite aux abords des établissements sensibles
établissements sensibles, les hôpitaux, etc. On dit la source de bruit est située dans un rayon minimal de 200 mètres des établissements sensibles. Donc désormais, on ne peut plus s'installer n'importe où. Un vieux est venu me voir pour dire, ah monsieur le directeur, je suis un retraité, je vais installer mon lin à Godomé. J'ai envoyé un inspecteur. L'inspecteur au retour m'a dit, directeur, c'est pas possible, il ne peut pas rester là. Parce que là où il voulait installer son moulin, en face, il y avait une clinique. Donc ce n'est pas possible. Le vendredi, j'ai reçu, dans les paraffins, j'ai retrouvé quelqu'un qui m'a adressé une requête, monsieur le directeur, je vais installer un moulin. Donnez-moi l'avis. Ça, c'est les unités soumises à déclaration. Mais pour les grandes unités industrielles, par exemple, zératis de bruit, un complexe vraiment de bar, restaurant, salle de fête et consorts, vous êtes obligé d'aller à l'Agence béninoise pour l'environnement pour enclencher le processus d'obtention du certificat de conformité environnementale et sociale. Donc désormais, personne ne peut plus s'installer n'importe où ou n'importe comment. Et c'est la base de la résolution du problème. Non, juste une expression qui m'a rappelé un peu un autre contexte politique. On parle environnement. On peut se réjouir de ces avancées, mais en même temps aujourd'hui, il faut pérenniser ces actions, ces résultats. Et c'est là que moi je suis un peu inquiet. Vous savez, dans nos pays, ici en Afrique, où nous avons parfois la force des tests, mais la faiblesse des institutions à assurer de façon durable, n'est-ce pas, un suivi, un contrôle de façon régulière, n'est-ce pas, à ce que les problèmes que nous avons, on puisse les traiter en même temps. Et puis on se rend compte que bien au-delà de ce dont nous parlons en termes de bruit, de pollution sonore, on a également d'autres problèmes. Comment les gens arrivent à s'installer, surtout dans nos grandes villes, où nous avons quand même toutes les compétences à disposition, les ministères, les directions étaient concentrées, hein, quelqu'un sort de chez lui, il s'installe, il commence par mener des activités, et c'est bien après des années, on se rend compte que son installation a un problème de façon irrégulière. Et donc, le mécanisme de contrôle... installé, monsieur le directeur, ce qui était installé parfois à 2 mètres, 3 mètres de même entre. Vous avez 2 églises qui sont à 3 mètres chaque, l'une de l'autre. Vous avez d'autres sources de pollution. Vous avez parlé des bas, par exemple, installés dans les chambres à coucher. Comment est-ce que vous réorganisez tout cela? L'article 27 24 plutôt du décret a donné 6 mois comme moratoire à toutes ces unités qui se sont installées de façon anarchique de régulariser leur situation. Alors, si au jour d'aujourd'hui... On a fermé certains ou comment ça s'est passé, puisque la promiscuité va entraîner justement la gêne autour aux environs? Oui, de toute façon, quand nous avons une plainte aujourd'hui, on commence par là. L'identité juridique de l'unité. Est-ce qu'ils respectent aujourd'hui les tests en vigueur? S'ils ne respectent pas, bon, on n'a même pas besoin de continuer. Ah oui, on n'a pas besoin de continuer. Parce que son identité juridique pose problème. Là, l'applicabilité pose problème également. Parce que, vous savez, au mois de Ramadan écoulé, la principale doléance de la communauté musulmane, dans tous nos reportages, c'était qu'on permette aux muezzins de faire l'appel, ne serait-ce que pendant ce mois. Cela voudra dire qu'entre le texte, ses dispositions et la liberté de religion, d'opinion, d'association, il y a le juste milieu à trouver. Absolument. Il y a à voir de 2022, mai 2022 à aujourd'hui, l'évolution que l'application a connue. Parce que vous avez été sur le terrain et vous nous avez donné des témoignages. Je parie que vous avez des constats, vous avez des réalités que vous avez découvertes qui doivent permettre de parfaire ce test. Parce que plus le test est perfectible, plus il est applicable, plus le test est adapté au contexte, adapté aux réalités empiriques que vivent les populations, et plus le test est applicable. Parce que, parlons par exemple des églises qui ont existé de tout temps à 2 mètres les unes des autres. Est-ce que d'emblée, parce qu'un voisin d'une d'entre les deux s'est plaint, une de ces églises est fermée, c'est comme ça que cela se procède? Est-ce qu'on ne verrait pas des règlements de compte? Est-ce qu'on ne verrait pas des affinités entre le directeur et le leader d'une des 2 églises? Donc, en cela, je pense qu'il faut faire évoluer le test. Oui, je crois que nous, on applique strictement les tests. Quand on reçoit la plainte, il faut se déplacer pour aller vérifier si la plainte elle est fondée. Et vérifier si la plainte est fondée, c'est que l'inspecteur se déplace avec son sonomètre. J'aurais pu venir avec. L'inspecteur se déplace avec son sonomètre et va vérifier si, en pleine agglomération, le niveau de bruit émis par l'église, à l'extérieur de la source, ne dépasse pas 60 décibels. Si ça dépasse 60 décibels, ça veut dire que l'église est en infraction et on enclenche la procédure. Vous savez, et nous appliquons le test avec méthode.
avec méthode. Quelles sont les faiblesses que vous aviez remarquées au niveau du nouveau test? Pour le moment, en l'éprouvant, pas de faiblesse. Pas de faiblesse. Pas de faiblesse parce que... S'il vous plaît, pas de faiblesse parce que j'ai dit une commission a travaillé sur les 20 ans de le décret. Et vous savez, il y a eu beaucoup d'études sur la pollution sonore au Bénin. Il y a eu même une thèse sur la question. Donc, on a fédéré tous ces éléments pour que le nouveau test, ça n'a pas été facile parce que c'est plusieurs ministères qui s'étaient réunis, mais au final, on s'est entendu sur le minimum. Et on a eu ce test de mai 2022. Oui, Franck. Alors, moi, je voudrais poser deux questions. Nous restons un peu dans le... On va aller très vite parce que le temps est dans parti. les ménages. À propos des chiens, aujourd'hui, on sait que c'est un moyen efficace de sécuriser nos maisons. Nous n'avons pas tous l'argent de prendre la sécurité privée ou bien d'engager des gardiens, comme on le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Deuxième question, les groupes électrogènes que nous installons pour éviter de faire les frais de délestage. Comment faire pour ne pas tomber sous le coup si de la votre loi? groupe électrogène n'est pas insonorisé et que ça gêne, vous êtes en infraction. Parce qu'il y a des groupes insonorisés. Quand nous participons aux études d'impact environnemental, quand une unité industrielle veut dire, bon, en cas de coupure, je vais utiliser des centrales. On dit, mais écoutez, arrangez-vous que le groupe électrogène soit un groupe insonorisé. Ça existe. Maintenant, si à domicile, vous avez un groupe électrogène, on a eu des plaintes par rapport à ça, où des voisins se sont plaints. Alors, si votre groupe électrogène n'est pas insonorisé et que ça dérange, le test n'a jamais dit quelque part que s'il y a coupure, on peut utiliser des groupes électrogènes qui gênent. Non. Si moi je descends et que je constate que votre groupe électrogène émet un niveau de bruit qui dépasse les 60 vous appliquez décibels, les tests. On applique les tests. Parlez-nous des chiens qui aboient trop. Les chiens. C'est vrai. Le chien, on peut élever des chiens. Mais quand vous avez vous seul, avec vous, 1, 2, 3, 4, 5 chiens, d'abord ça devient un élevage. L'élevage en pleine agglomération d'animaux générateurs de purin est interdit. Et je dis, si vous avez un ou deux chiens, un chien normal aboie quand il est en difficulté, quand il se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous avez votre chien qui devient une horloge biologique pour le quartier, ou c'est lui qui réveille tout le monde, ou quand il commence par aboyer de 0h, c'est jusqu'à 6h du matin, je dis votre chien, il est malade. Amenez-le vers un vétérinaire pour le traiter. Je ne suis pas trop d'avis parce que là, le chien qui est bien dressé, c'est qu'il le chien a le flair très subtil et lorsqu'il sent déjà la présence d'un corps étranger, d'un élément étranger, commence pas à alerter, à boire. Il va alerter une ou deux fois, mais il ne va pas alerter. Mais si le danger persiste, oui, le danger est permanent. Si le danger est permanent, le propriétaire se réveille, non? Ce que je dis est simple. Moi, les cas qui ont été déférés devant les tribunaux, que je sais. Allez, on va c'est des chiens qui aboient tout on va le vraiment temps. changer de Ce n'est pas normal. En fait, c'est une petite confusion. Je pense que le décret n'interdit pas l'émission du bruit ou des sons, mais juste de respecter le niveau. Donc, on n'a jamais interdit à un prêtre, à un pasteur, c'est bien clair dans la tête muezzin de tout le monde, de ne pas exercer le niveau possibilité de parler ou de prier. 60 ou de décibels en agglomération, donc, ça c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour cette précision. Il y a une particularité, parce que la possibilité est donnée aux unités qui ne pourront pas respecter les 60 décibels en agglomération. Donc on a dit ils peuvent insonoriser l'unité, que ce soit une église ou un bar. Mais la particularité de ce test, c'est qu'on dit, même si vous insonorisez votre bar, vous insonorisez votre église, à l'intérieur, vous ne devez pas dépasser un seuil. Parce que moi, personnellement, j'ai fait l'expérience, il y a une dizaine d'années, où quelque part, on a tellement poursuivi l'église, et finalement, ils ont décidé d'insonoriser. Ils ont insonorisé, ils m'ont appelé, je suis parti avec le sonomètre. À l'intérieur, ils étaient à près de 100 décibels. Dans mon cas, je me suis dit, bon, vous pouvez vous tuer, moi je m'en fous. Mais à l'extérieur, il n'y avait pas de bruit. Donc il fallait prendre le temps de leur expliquer aussi qu'ils se font du mal. Maintenant, l'État a dit, je ne veux pas fabriquer des sourds dans mon pays. Donc alors, même à l'intérieur des sources de bruit insonorisées, on a plafonné le niveau de bruit à 70 décibels. Donc même si je nous sommes dans une boîte de nuit, le niveau ne doit pas dépasser 70 décibels. Les gens ont crié. Moi, j'ai fait l'expérience dans des salles de fête. Et j'ai expliqué au DJ. C'est une question de santé. C'est une question de santé. Ils étaient après le 90 décibels. Enfin, on m'a invité pour une fête aussi, M. Tanguy. Vous fêtez aussi? Je suis humain. Quand je suis allé, c'est remarqué la présence. Automatiquement, je me suis levé.
J'ai été vers le DJ, j'ai constaté qu'il était à près de 90. Et ensemble, les gens dansaient déjà. On a commencé par régler jusqu'à revenir à 68,5. Mais les gens continuaient à danser. Là, j'ai pris le micro pour dire, écoutez, monsieur, vous voyez, même à 68, quand même. Tout à l'heure, vous étiez à 90 décibels. Donc, la chose est bien possible. Merci beaucoup à vous. Combien c'est comme les portables que nous avons. Vous pouvez avoir un portable. Franck, vous allez aller sur le vous allez nous permettre d'installer désormais. Je vais prendre un mot. C'est vrai que le temps est complètement parti. J'ai déjà épuisé normalement le temps du débat, mais on a quand même une délégation ministérielle gouvernementale qui est descendue à Kaobagou. C'est une petite localité de Kéro devenue célèbre depuis 2 semaines maintenant pour les événements malheureux qui s'y sont déroulés. Et on a vu quand même une délégation donc, du gouvernement aller au chevet de ceux qui ont été frappés par ce malheur-là. Franck? Oui, je crois que moi je suis un peu soulagé de savoir que bon, désormais nos parents qui sont à Kaobagou, quelque part dans le Bénin profond, font objet de plus d'attention. Avoir le sentiment d'appartenir à une nation. D'appartenir à une nation. C'est très bien là, ce déplacement. Moi, je voudrais encourager le gouvernement à poursuivre ces genres de... William, c'est bien de partir, ils se sentent béninois, mais c'est mauvais de partir tard. Et c'est surtout mauvais d'apporter de l'argent à des gens qui ont perdu leurs enfants. C'est pas peur de bien faire. C'est pas peur de bien faire, mais c'est mieux de donner ces moyens-là aux forces armées pour prévenir de pareils sinistres. Oui, la démarche elle est bonne, un soutien psychologique dans de pareilles circonstances, c'est ce qui est véritablement souhaité. Et maintenant nous restons convaincus que, en plus de ça, il y a des appuis également qu'il faut porter aux forces de défense et de sécurité sur le terrain. Pour avoir les moyens de lutte. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas vous demander votre avis. Je sais déjà la position que vous allez adopter. Merci beaucoup à vous, docteur. Vous applaudissez ça? Ah oui, on applaudit ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur Rosaire Atolo. Merci d'être venu nous parler un peu de là où est-ce qu'on en est par rapport justement à la lutte contre la pollution sonore. Merci, chers messieurs, d'être passés par ici. Vous passez une bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vais recevoir par ici Faiza Kora, elle est directrice du développement du tourisme au niveau du ministère du tourisme, de la culture et des arts. On va parler un peu de cette formation initiée par sa section, sa direction, à l'intention de quelques acteurs pour se mettre à la disposition du secteur du tourisme afin de répondre efficacement aux besoins du personnel humain. Voici donc notre instant invité. À mes 15 ans, mon père m'avait envoyé poursuivre mes études à Cotonou. À l'époque, dans le quartier où je vivais, il y avait un cybercafé. C'est là que je l'ai découverte. Avec elle, j'ai connu i5 et la webcam. J'ai commencé à envisager plein de possibilités, parcourir le monde et me découvrir de nouveaux talents. Au fil du temps, elle a évolué. Elle est devenue encore plus rapide, plus stable et de plus en plus accessible à tous. Depuis 15 ans, je partage avec elle mes plus grandes réussites en équipe et les meilleurs instants de bonheur en famille. Elle, c'est Isocel et elle sera toujours là pour nous. Isocel, l'Internet pour tous. Plus de 35 000 programmes en replay et 200 chaînes en direct. Téléchargez vite l'application Canal+ pour profiter du meilleur de la télé. C'est inclus dans votre abonnement.
Poursuivez Actu Matin autour de 8h30. Vous aurez la revue de presse d'Assiongmo Kanyi pour revenir sur les détails des informations relayées par les quotidiens dans leur parution. Vous aurez en immersion avec Oulia Tsanoussi qui va nous découvrir. Jeanne Amadi Rossinou dans son activité. Elle est spécialiste en recyclage de papier en objet d'art. Vous aurez tous les détails à propos. Et puis vous aurez aussi le plateau de deux dames. On va parler santé à ce niveau. Comment est-ce qu'il faut prévenir les maladies infantiles? On en parlera avec Zakiat Latondi et son invité. Mais avant tout cela, voici chez vous Faizat Kora, directrice du développement du tourisme au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Madame Kora, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour nous parler de cette activité initiée par votre direction avec l'appui d'autres partenaires pour le renforcement des capacités des acteurs du tourisme, ceci en collaboration avec le ministère en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Encore une fois, merci d'être là. Merci. Alors, parlez-nous de ce programme de formation qui a touché 54 guides et 583 professionnels en hôtellerie et tourisme. Comment ça s'est passé? Alors, je tiens d'abord à vous remercier de me recevoir sur votre plateau. D'abord, en fait, on est passé par un constat. Je rappelle l'ambition du gouvernement qui est de hisser le tourisme au rang du deuxième pilier de l'économie et de faire de la destination Bénin une destination phare. Donc pour y arriver, il faut des ressources humaines de qualité. Oui. Il faut une qualité de service. Et donc ce constat nous a amené à réaliser qu'au niveau de la prestation des services, il y a un manque. Il y a des plaintes qui se sont faites dans le secteur. Et donc, il y a plusieurs réformes qui ont été entamées depuis 2016. Parmi ces réformes-là, il y a le programme de renforcement de capacité qui est mis en place en lien direct avec le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et avec l'appui de la Banque mondiale. Donc, ce programme a été fait en deux temps. Dans un premier temps, nous sommes allés sur la sélection et le recrutement de 54 guides professionnels qui ont été formés pendant 10 semaines. Et ces guides ont été formés sur plusieurs modules et aussi sur le terrain. Donc, plusieurs modules, notamment parmi ces modules, on peut parler du secourisme, on peut parler de techniques de guidage de groupe, des techniques de guidage personnalisées. On peut parler du patrimoine du Bénin, on peut parler des différents royaumes. Donc, tout le background qui pourrait permettre aux guides de pouvoir bien vendre le Bénin. Et au-delà des guides, nous sommes aussi passés au recrutement de près de 600 professionnels qui sont en cours d'emploi aujourd'hui pour pouvoir renforcer leurs capacités sur la qualité de service. Et c'est parmi ces 600 professionnels qui ont été formés, il y a eu 583 professionnels qui ont pu valider leurs modules et qui ont reçu leurs attestations le 25 avril. On a vu la cérémonie passer par ici sur nos antennes. Alors, quelle est l'après-formation que vous leur réservez? Après formation, ce que nous réservons déjà parmi ces 583 qui ont reçu leurs attestations, vous avez une partie qui est déjà en cours d'emploi. Donc, nous avons un suivi rapproché avec les promoteurs qui sont leurs managers pour être sûr que tous répondent de plus en plus et que cette formation qu'ils ont suivie au niveau de la qualité du service, qu'on puisse constater l'amélioration de leurs prestations. Et vous avez aussi un lot de sans emploi. Quand je dis sans emploi, c'est des personnes qui étaient dans le secteur du tourisme et en moins d'1 an sont sorties du secteur pour d'autres métiers et aujourd'hui qui sont prêts à être réintégrés. Donc, qui ont été formés aussi au même titre que les 600 professionnels. Et donc, aujourd'hui, c'est une base de données qui est disponible sur nos plateformes auprès du ministère du Tourisme et qui est prêt à être exploité donc, par les promoteurs, donc pour informer les promoteurs que nous avons... Et la dernière catégorie, ce sont les guides professionnels qui sont sur 5 différents pôles. Donc, on a aussi cette base de données-là qui est disponible pour tous ceux qui auront besoin de guides sur le Bénin. C'est un programme ponctuel ou quel est le destin que vous réservez à ce programme? Alors, pour l'instant, c'est un programme que nous avons fait pour répondre aux besoins en termes de qualité, mais on travaille en lien direct avec le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle pour pouvoir avoir d'autres programmes de formation
que nous pourrions mettre en place pour être prêts pour la destination Bénin. Vous proposez aux acteurs du secteur cette plateforme dont vous aviez parlé tout à l'heure afin d'avoir là où puiser du personnel de qualité pour répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il y a des conditions spéciales pour justement profiter de ces compétences-là? Il n'y a pas de conditions. C'est sur nos plateformes, sur le lien de site web du ministère du Tourisme et ils peuvent se rapprocher du ministère du Tourisme, de la Direction du développement du tourisme et de l'Agence nationale du patrimoine du tourisme pour pouvoir obtenir cette base de données qui est disponible. C'est une formation ponctuelle. On sait que le besoin se fait sentir vraiment dans le secteur actuellement où on met plein feu là-dessus. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous envisagez des choses dans ce domaine-là? Alors, parmi ces projets-là, d'abord, je tiens à remercier le secteur privé à travers les fêtières qui nous accompagnent dans ces projets et la Banque mondiale aussi qui nous a appuyés sur ce projet, l'Agence nationale patrimoine touristique et tous les comités qui ont suivi ces projets de bout en bout depuis le démarrage jusqu'à la fin. Et la suite, c'est vraiment, comme je vous le disais, un suivi, évaluation déjà pour avoir une visibilité sur tout ce qui a été mis en place avec ces renforcements de capacité et en lien direct avec le ministère de pouvoir animer en termes de formation, retrouver les besoins en termes de formation déjà au niveau du secteur et relancer, redéployer ces formations. Vous avez un mot pour finir cet entretien? Un mot pour finir cet entretien, c'est que pour une destination phare, pour une destination prisée, il faut des ressources humaines de qualité. Et je lance un appel aux promoteurs pour un suivi rapproché sur la qualité de service de leurs employés et aussi les informer qu'on a une base de données disponible pour un recrutement du personnel. Voilà. C'est bien entendu. Faïzat Kora, directrice du développement du tourisme au niveau du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Merci beaucoup d'être passé. Merci Tanguy. Bonne journée. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause publicitaire. Le temps d'installer ces deux dames que je vous annonçais pour parler santé. La fibre chez Celtis, c'est Dual Play. Chez Celtis, la fibre optique est une connexion Internet très haut débit, mais aussi, des appels gratuits et illimités du fixe vers 1 ou 2 numéros mobiles Celtis. Et oui, vous m'avez entendu, c'est ça le Dual Play, du 2 en 1. Internet très haut débit, plus appels illimités gratuits vers mobile Celtis. En plus, tous les débits augmentent et les frais d'accès baissent de 65 000 francs à 25 000 francs seulement. Alors, n'hésitez plus. Choisissez l'offre qui répond à vos besoins de vitesse. Avec la fibre Dual Play de Celtis, ça fibre fort. Celtis, bienvenue chez vous. À mes 15 ans, mon père m'avait envoyé poursuivre mes études à Cotonou. À l'époque, dans le quartier où je vivais, il y avait un cybercafé. C'est là que je l'ai découverte. Avec elle, j'ai connu Hi5 et la webcam. J'ai commencé à envisager plein de possibilités, parcourir le monde et me découvrir de nouveaux talents. Au fil du temps, elle a évolué. Elle est devenue encore plus rapide, plus stable et de plus en plus accessible à tous. Depuis 15 ans, je partage avec elle mes plus grandes réussites en équipe et les meilleurs instants de bonheur en famille. Elle, c'est Isocel, et elle sera toujours là pour nous. Isocel, l'Internet pour tous. Plus de 35 000 programmes en replay et 200 chaînes en direct. Téléchargez vite l'application Canal+ pour profiter du meilleur de la télé. C'est inclus dans votre abonnement. Nous sommes donc dans la rubrique santé avec Zakiat Latoundji. Zakiat, bonjour. Bonjour Tony. En face de vous, docteur Nicole Enialoko Chiapé. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre béninoise. Merci d'être là.
Vous devez vous parler de la prévention des maladies infantiles ce matin, Zakiat. Avec votre complicité, c'est sûr. Je vous écouterai. Donc, on parle ensemble des maladies, de la lutte contre les maladies de l'enfant, la prévention surtout, parce que vous savez bien qu'on dit vaut mieux prévenir que guérir. Ah oui, ça coûte moins. Voilà, c'est sûr. Comment on fait pour prévenir? On va aborder ces différents aspects avec Dr Nicole Inialoko. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Zakiat Latunji. Alors, qu'est-ce qu'on n'entend par prévention pour nous, là, pour Tanguy et moi et la plupart des gens qui nous suivent? Donc, il faut prévenir, il faut faire certaines choses pour éviter que la maladie arrive. Pour le médecin, qu'est-ce qu'on n'entend par prévention? Tout à fait. Je vous remercie encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez ce matin pour parler un peu de la prévention des maladies de l'enfant. On va définir la prévention comme l'ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter la survenue d'une maladie. Ça, on appelle prévention primaire. Et lorsque la maladie survient, éviter qu'elle ne se complique. Donc ça, c'est la prévention secondaire. Et maintenant, les complications sont là, les séquelles sont là. Il faut gérer les séquelles et ça, c'est la prévention tertiaire. Donc dans le jargon médical, on a 3 niveaux de prévention, la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, pourquoi la prévention des maladies de l'enfant? Est-ce à dire que ce n'est pas nécessaire de parler de prévention des maladies chez l'adulte? Mais bien sûr, il est nécessaire de parler de la prévention des maladies chez tout individu, de 0 jusqu'à l'âge adulte. Mais vous n'êtes pas ignorante en la matière en sachant que beaucoup d'enfants meurent. Et il faut prévenir les maladies chez les enfants. Et vous aviez dit tout à l'heure, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Et les objectifs de développement durable, ODD, nous demandent pour l'année 2020-2023 d'avoir un taux de mortalité en dessous de 25 pour 1000 naissances vivantes chez les enfants de moins de 5 ans. Les dernières enquêtes démographiques de santé du Bénin qui datent de 2017-2018, les taux de mortalité chez l'enfant sont encore très élevés. En période néonatale, on est encore à 32 pour 1000 naissances vivantes. Quand on dit néonatal, c'est les nouveau-nés. Et chez les enfants de moins d'1 an, on est à 96 pour 1000 naissances vivantes. Et les moins de 5 ans, on est encore à 55 décès pour 1000 naissances vivantes. Donc, vous voyez que il faut agir sur la prévention. Il faut agir sur la prévention. Pour changer la donne et arriver à atteindre ces objectifs de développement durable. Mais alors, les maladies ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a des particularités d'une maladie à une autre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait vraiment pour agir sur la prévention vu que toutes les maladies ne sont pas les mêmes? Effectivement, les maladies ne sont pas les mêmes. Hein. Les maladies qui tuent, nous avons les infections respiratoires, donc les maladies qui atteignent l'arbre respiratoire de l'enfant. On a les maladies diarrhéiques qui tuent surtout à cause de la déshydratation. On a le paludisme, on a la rougeole, on a le tétanos, on a la malnutrition. Donc, il y a plein de maladies qui tuent les enfants. Les préventions ne sont pas les mêmes. Mais il y a un point commun dans la prévention que je voudrais aborder ce matin, c'est l'examen systématique du nourrisson sain, enfin de l'enfant sain. Ne va pas à l'hôpital seulement un enfant qui est malade. Il faut aller vers un professionnel de la santé pour recevoir des conseils sur les maladies et pouvoir les prévenir ainsi. Donc, la nécessité d'amener les enfants à l'hôpital, même quand ils ne sont pas malades. Exactement. Parce que nous sommes habitués à ça. C'est seulement quand les enfants sont malades qu'on les amène à l'hôpital. Oui, et c'est justement ces comportements qui augmentent les taux de décès chez les enfants parce que notre population est vraiment sans moyens. Et quand on attend que la maladie survienne, on va à l'hôpital dans des états très graves. Il y a déjà beaucoup de signes. Il y a déjà beaucoup de signes. On va à l'étape de complications et le décès survient assez souvent.
Donc, prendre l'habitude d'amener les enfants même qui sont sains, apparemment sains, en consultation. Exactement, c'est bien de dire apparemment sains. Oui, parce que vous et moi, on paraît saines, mais peut-être qu'il y a des maladies, qui sont en nous, mais qui n'ont pas d'expression, qui impactent sur notre comportement. Alors, avant de finir avec les conseils, vous êtes membre de la Société béninoise de pédiatrie et cette société-là organise à partir de, c'est la semaine prochaine, du 22 mai prochain, un congrès qui porte d'ailleurs sur un peu le thème que nous abordons ce matin, investir dans les soins préventifs de l'enfant en Afrique, un défi à relever. Alors, pourquoi ce congrès? Effectivement, je suis membre de la Société béninoise de pédiatrie et la société projette faire son 5e congrès à partir de la semaine prochaine. Et les 22 et 23, on a ce qu'on appelle pré-congrès au cours desquels, le pré-congrès, on aura des ateliers de formation. Un premier atelier sur la prise en charge de la détresse respiratoire chez le nouveau-né. Et c'est les professionnels de la santé qui sont invités. Et un deuxième atelier, la dialyse péritonéale, qui concerne les maladies rénales, dont l'insuffisance rénale chez les enfants. Alors, pourquoi ce congrès? L'objectif de ce congrès, c'est d'intervenir ou de contribuer à la réduction du taux de mortalité chez les enfants. Et tout à l'heure, je vous parlais de la prévention. On mettra un accent particulier sur les moyens de prévention des maladies chez les enfants. Et deuxième chose, on va former des professionnels de la santé et ça se passera au cours des 22-23 qui constituent le pré-congrès, les journées du pré-congrès. Le congrès même commencera le 23 au soir par une cérémonie d'ouverture et va finir le 26, donc le 24, les 25 et 26 mai. Donc 3 jours entre spécialistes de la santé de l'enfant, entre les pédiatres. Entre les pédiatres, ce n'est pas que les pédiatres. Il y a les pédiatres, il y a les paramédicaux, dont les sages-femmes, les infirmiers, tous les acteurs qui interviennent dans la santé de l'enfant. Alors, docteur, on va finir ce matin avec quelques conseils parce qu'on parle de prévention. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer vraiment qu'on prévient la survenue de maladies chez l'enfant? Alors, on a déjà parlé d'un conseil général, c'est d'aller vers le professionnel de santé, même quand l'enfant va très bien. Le deuxième, c'est de pouvoir honorer tous les rendez-vous de vaccination. Parce que les vaccinations prévues par le programme élargi de vaccination englobent beaucoup de maladies qui tuent les enfants, dont la rougeole, le tétanos et même la diarrhée par le rotavirus. Après, il faut la lutte pour avoir une bonne hygiène de vie. L'environnement doit être assaini, il faut le lavage des mains. Il y a quelque chose qu'on ne soupçonne pas, mais la malnutrition chez l'enfant commence déjà par la naissance. Donc, l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois, il faut respecter ça et pouvoir faire une bonne diversification. Vous serez peut-être étonné, mais il n'y a que 42% des femmes au Bénin, selon l'enquête démographique de santé 2017-2018, qui allaitent leurs enfants exclusivement au sein pendant les 6 mois recommandés par 42%. Pendant les 6 mois recommandés par l'OMS. Or, si l'enfant n'est pas bien nourri, il y a les premiers signes de croissance et déjà les premiers signes de malnutrition commence à partir de ce test. Allaitement maternel exclusif. Ah oui, vous êtes un père, quand même. Voilà. Voulez-vous, Zakiat Latouni? Donc, les préventions sont souvent orientées vers les maladies dont je vous ai parlé, de la vaccination, l'allaitement maternel. Il y a le paludisme qui tue beaucoup de nos enfants parce que on arrive très tard à l'hôpital. Il y a déjà des complications dont les enfants en meurent. Dormir sous moustiquaires imprégnés, essayer d'assainir l'environnement pour éviter que les moustiques ne se développent, c'est aussi un moyen de prévention dans les maladies qui tuent les enfants.
Docteur Nicole Enialouko, je rappelle, vous êtes pédiatre, membre de la Société béninoise de pédiatrie. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec vous, ce matin, on a parlé de la prévention des maladies chez l'enfant et chacun doit s'y mettre pour éviter les cas de complications. D'ailleurs, Tanguy a pris l'engagement ce matin. Voilà, déjà. Donc, déjà, dès que vous arrivez à la maison, regardez le carnet de vaccination de votre enfant. Exactement. Pour voir si je n'ai plus un enfant en âge de suivre justement les soins de cette tranche. Regardez quand même. Bon, regardez quand même. Juste pour le plaisir. Regardez parce que des fois on est étonné. Hein. J'ai reçu la dernière fois une maman dont l'enfant a 3 ans. Et comme ça, je dis que je vois le calendrier, le carnet de vaccination de l'enfant. Mais les dernières vaccinations qu'elle a eu à faire à son enfant datent de quand l'enfant avait 4 mois et demi. Merci beaucoup à vous, docteur. Elle a oublié de faire. Ouais. Merci aussi à vous, Zakia Latondi. Vous passez une très bonne journée. Merci et bonne journée à vous. À ce plateau de dames succédera un autre plateau de dames. Ouliat Sanoussi va discuter avec Jeanne Amadi Ouessino. Elle est spécialiste en recyclage de papier en objets d'art. Elles vont discuter autour donc de la question du processus de recyclage des papiers. Voici Immersion chez vous. Madame Jeanne Amadi, vous fabriquez des objets à base de papier recyclé, c'est ça? Quel est le processus? Comment ça se réalise en fait? Au premier abord, nous collectons les papiers, disons les papiers déchets, les papiers inutilisables. On les collecte. Il n'y a pas que seulement les papiers, il y a les cartons. Et après avoir fini de les collecter, on les trie. Et maintenant, après le triage, on passe à la coupure des papiers en petits morceaux. Maintenant, on les trempe dans de l'eau, dans une eau assez abondante. Et on attend un certain jour pour pouvoir les faire ressortir et les broyer. Et après avoir fini de les broyer, on met un produit spécialement fabriqué par moi-même, conçu par moi-même, pour pouvoir donner une certaine résistance à la pâte, disons. Maintenant, la pâte est prête, est fin prête pour passer à la transformation des œuvres. Parlant de transformation, nous irons vers l'atelier pour voir un peu comment ça se passe. Madame Jeanne Amadi, nous voici devant une œuvre que vous avez entamée. Dites-nous, vous l'avez démarrée depuis quand et qu'est-ce qui reste à faire sur cette œuvre? L'œuvre là, je l'ai commencée, ça fait environ 40 jours. Et c'est à l'étape vraiment brute. Puisque disons que c'est une femme que je suis en train de réaliser. Donc rien n'est encore fait là-dessus. Et ça se passe progressivement et avec plus de précision pour pouvoir arriver à une finition parfaite. Ce n'est que du papier qui est déposé là-dessus? Il y a aussi une partie qui est aussi faite en carton, et pâte de carton, je veux dire, qui est derrière. Vous avez parlé d'une passion, effectivement, c'est vraiment une passion et je peux dire simplement que cette passion est venue vers moi et je l'ai embrassée entièrement. C'est ça qui fait que j'évolue progressivement. Depuis combien d'années en fait est-ce que vous le faites? J'ai eu l'inspiration, ça fait déjà 7 ans. Je suis en train de travailler sur le papier recyclé et la transformation du papier recyclé en des objets d'art, ça fait déjà 7 ans. Ce n'est pas seulement des objets d'art, je fais aussi des meubles comme des pose-verres, des guéridons, et qui sont déjà fin prêts, ils sont là. Et toujours avec du papier recyclé? Oui, toujours avec du papier recyclé 100%. Quelle a été votre formation de base en fait? J'ai suivi une formation en art calligraphique et sérigraphique. Et je réalise les panneaux publicitaires. Je suis spécialisé dans la réalisation des panneaux publicitaires, des enseignes lumineuses, des plaques de domaine, des plaques de parcelles. Et je fais également des impressions sur les t-shirts, les casquettes et les porte-clés.
Je ne veux pas être une plasticienne en quelque sorte, mais je veux seulement qu'on me connaisse en tant qu'innovatrice et de transformation des papiers recyclés en des objets d'art. Et je peux dire que la réalisation de cette œuvre, je la réalise avec une technique de moulage, à peu près la même technique qu'on utilise pour réaliser les œuvres en agile, mais avec une certaine petite modification. Le métier que vous faites, est-ce que ça vous épanouit? Oui, entièrement ça m'épanouit parce que c'est une passion. Et lorsque le métier que tu exerces est une passion pour toi, et ça ne peut que te procurer de la joie. Je suis vraiment entièrement comblé en faisant ce travail. Eh bien, Madame Amadi, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le travail? Et comme toute chose, il y a toujours des difficultés. La première difficulté que j'ai au niveau du travail, de ce travail, j'ai un problème de séchage. Parce que je peux prendre peut-être 3-4 jours, disons 3-4 jours pour réaliser une dizaine d'œuvres. Mais avant que ça ne soit vraiment prêt, il me faut 2 mois, 3 mois comme ça. L'autre difficulté, il faut l'écouler. Quand tu ne peux pas vivre de ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine. Donc là, il y a les difficultés d'écoulement. Et je remercie Canal 3 et qui, grâce à lui, je crois que le public vont me découvrir. Et je suis sûr que bientôt, ils vont s'approcher de moi pour que je puisse passer à l'écoulement de mes œuvres. Et je suis en train de projeter et organiser une exposition. Quand on regarde un peu vos statues, les sculptures que vous avez déjà réalisées, on constate qu'elles ont beaucoup rapport à la femme. Pourquoi ce choix? Je suis une femme et que je ne peux que d'abord me donner une considération à moi-même d'abord. Et comme vous le savez, la femme est le premier facteur au développement économique et puis humain, disons. Donc, le rôle de la femme dans la société, c'est vraiment très énorme. Et la première idée qui m'est venue en tête, là, c'est de valoriser la femme à travers les œuvres que je fais. Madame Jeanne Amadi, oui, sinon vous êtes d'un certain âge quand on vous voit. Est-ce que vous avez quand même des projets, des ambitions pour ce métier? Des projets, j'en ai. Puis le premier projet qui me vient dans la tête, je suis en train de penser à réaliser, disons, un zoo artistique. Et quand on parle de zoo, sûrement vous devez penser à des animaux. Donc, chercher un grand terrain et les œufs qui seront exposés sur ce site seront spécialement faits en papier recyclé. Bien sûr, je vais les aménager pour que ça soit un lieu de repos, un lieu de détente et un site, disons, touristique. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec Madame Jeanne Amadi Wessino. Elle est spécialisée dans la fabrication, la réalisation des objets d'art, mais particulièrement des objets faits à base de papier, du papier recyclé. Vous avez découvert avec nous les différentes sculptures qu'elle a réalisées avec la technique de moulage, comme elle le dit. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Bonjour à toutes et à tous. Au palais des gouverneurs à Porto Novo et comme l'écrit le pays émergent, on attendra encore un peu de temps pour connaître les représentants du Parlement béninois au sein des parlements régionaux
et de certaines institutions de la République. Saisi par le président de l'Assemblée nationale du Bénin pour étude et proposition de modalités de désignation des représentants des députés béninois dans ces différentes institutions, la commission des lois que préside l'honorable Orden Aladati a soumis à la plénière les rapports qu'elle a produits. Mais hélas, tout n'est pas allé comme prévu. En effet, le débat général qui a suivi la présentation des 10 rapports a donné lieu à une variété de points de vue qui malheureusement ne concordent pas avec les conclusions de la commission des lois. Fraternité explique que les modalités de désignation proposées par la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme de l'institution présidée par le député Orden Aladatin ne font pas l'unanimité dans le rang des députés et suscitent même des interrogations vu la configuration actuelle du Parlement. La divergence des points de vue s'est fait sentir au cours du débat général après la présentation du rapport de la dite commission, plus précisément la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, s'est appuyée sur son rapport sur des jurisprudences de la Cour constitutionnelle, notamment les décisions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi que les principaux tests qui régissent le Parlement de la CEDEAO, le Comité interparlementaire de l'UMOA et le Parlement panafricain qui indique que la répartition des sièges se fasse sur la base du principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle, majorité-minorité. Mais pour plusieurs députés, les décisions de la Cour constitutionnelle évoquées par la Commission des lois sont caduques. Certains estiment même que la majorité parlementaire n'est pas synonyme de la mouvance présidentielle. Pendant ce temps, écrit le pays émergent, la Commission électorale nationale autonome a procédé le lundi 15 mai 2023 à la remise des chèques à 4 partis politiques au titre du financement public. Un montant total de 1,5 milliard de francs CFA a été réparti au parti Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, Force Cori pour un Bénin émergent et les démocrates. C'est au titre du financement de l'État pour les 2 premiers trimestres de l'année 2023. Ainsi, souligne Fraternité, l'Union progressiste Le Renouveau a reçu la plus grosse part en étant la force politique ayant plus d'élus communaux et de députés. Le mandataire financier Boniface Yawetome a réceptionné la somme de 706 879 000 francs CFA. Le Bloc républicain a obtenu une cagnotte de 545 533 000 francs CFA. Les 2 partis de l'opposition ont reçu moins pour n'avoir d'élus que pour une seule élection chacun. Ainsi, 129 421 000 francs CFA sont allés dans les comptes de la Force Cori pour un Bénin émergent disposant uniquement d'élus communaux. Quant au parti Les Démocrates, il n'a été pris en compte qu'à partir du 12 février 2023, date à laquelle ces députés ont pris officiellement fonction. C'est ainsi qu'il prend la plus petite cagnotte de 118 165 000 francs CFA. Le matinal écrit que selon le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, cet acte se base sur les articles portant financement public des partis politiques. En République du Bénin, une somme de 4 milliards de francs CFA a été décaissée par le gouvernement pour les 4 trimestres. Dans le nord du pays, et comme le rapporte Fraternité, les populations de l'arrondissement de Kaobagou dans la commune de Kérou, victimes des attaques terroristes dans la nuit du 1er au 2 mai 2023, ont reçu hier la visite d'une délégation gouvernementale. Celle-ci est venue apporter son assistance avec un message de condoléances, de solidarité et de courage du gouvernement et de son chef. Ainsi, la délégation composée des ministres Alassane Seibou de l'Intérieur, Alain Fortuné Nouati de la Défense, Raphaël Akotegnon de la décentralisation ainsi que des cadres techniques a annoncé le déblocage ponctuel par le gouvernement d'une enveloppe financière d'environ 20 millions de francs CFA au profit des populations victimes d'actes terroristes à Kaobagou et à Banikouara pour témoigner sa solidarité et celle du peuple béninois tout entier aux blessés et aux familles des victimes. À en croire le matinal, les 3 membres du gouvernement n'ont pas manqué d'inviter les populations à aider les forces de l'ordre pour une meilleure rétention d'attaques terroristes sur le territoire.
Pour finir, le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, au nom des responsables des forces de défense et de sécurité, a plaidé pour que le gouvernement et les populations s'impliquent davantage dans cette lutte commune. La visite s'est achevée par un exposé du commandant des forces de défense et de sécurité sur la lutte acharnée menée actuellement contre les groupes armés terroristes, les victoires engrangées ainsi que les actions en cours. Et puis, sur un tout autre terrain, le même journal renseigne que la Cour spéciale des affaires foncières du Bénin a officiellement démarré ses activités le lundi 15 mai 2023. C'est à la faveur d'une audience inaugurale tenue à la Cour d'appel de Cotonou. Le président de la Cour spéciale des affaires foncières, Victor Fatinlé, a indiqué que la Cour spéciale des affaires foncières du Bénin a une compétence territoriale réduite par rapport à la Cour d'appel de Cotonou. Le journal de dire que l'étau se resserre autour de la mafia foncière. Des jours sombres sont envisageables pour ceux qui s'illustrent dans la tricherie en matière de terre. Le démarrage effectif des activités de la Cour spéciale des affaires foncières avec la tenue de l'audience inaugurale sonne en effet comme la fin d'une ère où la mafia foncière a eu droit de citer. En matière de finances, l'économiste du Bénin rapporte qu'au cours des réunions de cette année, plusieurs activités dont le forum du secteur privé ont été organisées par les entités du groupe de la Banque islamique de développement. Les réunions se sont déroulées sous le thème « Le partenariat, un impératif face aux crises ». Plus de 4000 participants étaient présents. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, président du Conseil des gouverneurs en exercice de la BID, Romuald Waraï, a représenté le Bénin à cette importante rencontre, souligne le journal. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était donc la revue de presse d'Assimo Kanye Assimo qui vient mettre un thème à ce numéro de votre émission Actu Matin. Merci d'avoir été là. Une seule actualité de la journée, c'est aujourd'hui que la première session de la commission de discussion et de négociation gouvernement-syndicat s'ouvre. Nous a annoncé la presse. On aura un œil sur cette actualité-là pour le compte de cette journée du mardi 16 mai 2023. Merci d'avoir suivi Actu Matin. Vous passez une bonne journée.